Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. Aujourd'hui, la licence Dune dans le monde du jeu de société vous évoque forcément le grand Dune Imperium, ce jeu de placement d'ouvriers, de deck building parsemé de gestion de conflits, sorti donc en 2021. Mais il faut savoir que bien avant ça, en 1979, sortait le tout premier jeu de société Dune qui n'avait absolument rien à voir, si ce n'est le thème, avec le dernier né. Ce tout premier jeu donc a connu un succès considérable et proposait aux joueurs d'incarner une des 6 grandes familles parmi les Atréides, les Harkonnen, les Fremen, la Guilde spatiale, l'Empereur ou encore les Bene Gesserit. Le but était de conquérir et de conserver un certain nombre de citadelles à la fin d'un round pour pouvoir prétendre à la victoire. Il était alors question de déplacement de troupes, de gestion de conflits, de trahison, d'alliance avec d'autres joueurs, bref, tout un panel d'actions et de choses faisables qui rendait ce jeu extrêmement riche. Mais attention, il était à la fois riche et à la fois compliqué, puisque chacune des factions avait ses propres règles, parfois même pour remporter une partie, et ses propres règles de fonctionnement qui demandaient à chaque joueur de connaître chaque faction pour savoir ce qu'elles étaient capables de faire ou non. Et pourquoi donc est-ce que je vous évoque ce jeu de 1979? C'est que 2 ans avant la sortie donc de Dune Imperium est sortie la première réédition de ce jeu par Gale Force 9, le jeu Dune, un jeu de conquête, de diplomatie et de trahison donc que j'ai là pour 2 à 6 joueurs pour des parties de plus de 120 minutes. Cette réédition intègre des règles fan-made qui ont été conçues au fil des années depuis la sortie du jeu originel. Également, il y a une refonte graphique évidemment pour correspondre aux standards d'aujourd'hui, mais on reste globalement sur le même jeu avec quelques subtilités intégrées dans les règles. Et donc, encore une fois, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Eh bien, puisque peu de temps après la sortie de Dune Imperium est sortie une nouvelle réédition de ce jeu-là, toujours par Gale Force 9. Alors vous allez me dire, oui mais si ce jeu est sorti en 2019, pourquoi en 2021 existerait-il une réédition par le même éditeur? Eh bien parce qu'elle est vendue comme étant pas tout à fait une réédition. Car ce jeu, qui a plutôt une très bonne réputation lorsque l'on joue à 5 ou à 6 joueurs, n'est pas tout à fait adapté pour des petits groupes. À 2 et 3 joueurs, ça ne fonctionne pas, à 4, c'est tout juste. Donc, la nouvelle édition proposée par Gale Force 9 existe pour gommer justement les défauts de cette édition-là, et donc est né le jeu Dune, un jeu de conquête et de diplomatie, flanqué du thème du film récemment sorti, réalisé par Denis Villeneuve. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter cette édition-là, et vous expliquer les différences que vous allez y trouver vis-à-vis du jeu originel. On commence donc la présentation tout de suite. Voici donc à quoi ressemble le jeu Dune, un jeu de conquête et de diplomatie. Alors je vous ai mis en place le plateau au centre donc, de la table, de l'aire de jeu évidemment, avec les différents decks de cartes à préparer et chaque planche. Donc là j'ai fait une configuration de joueurs, mais en soi ça change pas grand chose lorsque l'on joue à 3 ou 4. Donc les planches de chaque clan, l'un en face de l'autre. Donc là les Atreides ici, les Harkonnen, en sachant qu'il reste dans la boîte, il reste les Fremen et l'Imperium. Ces 2 planches-là sont des planches supplémentaires exclusives au mode 2 joueurs. Donc ce sont des variantes qui vous permettent de jouer, de simuler des alliances Harkonnen Imperium et Atreides Fremen, donc qui permettent de mixer les clans avec leurs avantages et leurs unités. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien tout d'abord, lorsque vous allez devoir mettre en place la partie, vous allez devoir mettre le plateau. Alors là j'ai mis des troupes ici, elles n'y sont pas au début, hein, tout est vierge. Vous mettez le plateau, vous avez un petit marqueur de contour ici, un marqueur de phase qui commence sur la tempête. Chaque joueur prend donc sa petite planche avec ses unités qui placent à gauche et donc ses leaders qui placent pareil avec ses troupes donc sur la case de gauche. La case de droite ici va être réservée donc à l'épice de départ. Ici par exemple les Atreides ont 13 épices de départ alors que les Harkonnen en ont 15. Donc vous prenez le montant indiqué dans la petite banque ici et vous le placez sur la case dédiée. Une fois que chacun a terminé cette petite mise en place là, on passe donc sur le mélange des decks, chaque deck est mélangé et on va commencer par piocher des cartes traîtres. Chaque joueur va devoir piocher 4 cartes traîtres et en conserver une et remettre les autres dans le paquet puis le remélanger. Les Harkonnen ont la particularité eux de piocher après tout le monde, ils n'en piochent pas 4, ils en piochent 8 et ils en conservent 2 puisque les Harkonnen sont un peu les maîtres du complot dans le lore de Dune, donc ils vont avoir plus la main mise en gros sur les leaders de
chaque faction adverse. Et l'intérêt de ces cartes retraite, je vous expliquerai après à quoi ça va servir. Ça va être servir exclusivement pendant les combats. Donc ces cartes retraite, une fois que c'est fait, vous avez terminé la mise en place et on peut commencer tout de suite le jeu. Et alors le jeu, comment est-ce qu'il fonctionne? Il fonctionne en 5 tours maximum, donc c'est indiqué ici, contrairement aux 10 tours de l'édition précédente. L'édition précédente donc proposait de terminer le jeu au bout de 10 tours si ça n'était pas fait avant par des conditions de victoire. Là, ça n'est pas le cas. Au bout de 5 tours, si les conditions de victoire ne sont pas atteintes, il y aura alors un départage à la fin de la partie. Et dans chacun de ces tours, donc, il existe 7 phases, contrairement aux 9 phases que l'on trouvait dans l'édition précédente. Ces 7 phases, donc tempête, explosion d'épices, gain de cartes, résurrection, débarquement et déplacement, combat et récolte d'épices. Je vais vous expliquer très rapidement, vous allez voir que c'est assez simple, assez fluide comme jeu. Vous allez vite comprendre comment est-ce que ça fonctionne et lorsque vous avez réalisé 2 tours, vous avez la possibilité de réaliser toute la partie sans réellement bloquer. Et donc également, on a le marqueur de tempête qui est ici sur l'arc de cercle indiqué départ tempête et cette tempête va circuler dans le sens anti-horaire, donc autour d'Arrakis lors de la phase de tempête. Donc on va commencer tout de suite, je vais commencer par vous expliquer. Je vais commencer donc par vous expliquer comment fonctionne la phase tempête. La phase tempête, c'est très simple. Lorsque vous avez déterminé au hasard le premier joueur, vous allez devoir lancer le dé et en fonction du chiffre que vous allez faire, vous allez devoir déplacer la tempête du même nombre de secteurs. Donc les secteurs sont symbolisés par 2 petits traits en fait entre chaque segment. Et par exemple, si vous faites 4, vous déplacez la tempête de 1, 2, 3, 4, voilà, dans ce sens-là. Là où la tempête est passée, elle détruit tous les épices qui se trouvent sur le plateau et toutes les troupes s'y trouvant également qui seront envoyées donc dans les cuves ici. Sauf les Fremen qui, eux, ont l'immunité en gros face à la tempête et lorsque la tempête leur passe dessus, il ne se passe rien. Une fois que ça c'est fait, on passe tout de suite à la phase explosion d'épices. Là c'est très simple, vous piochez la première carte et vous placez de l'épice là où c'est indiqué sur la carte. Donc par exemple ici au bassin de Haga, donc là je l'ai fait pour pouvoir anticiper, mais voilà, en gros vous placez 6 d'épices au bassin de Haga et vous placez à la très grande plaine 6 d'épices ici également. Vous avez un petit symbole ici qui symbolise là où l'épice va atterrir, puisque parfois vous avez plusieurs secteurs dans un même territoire. Les secteurs ce sont là où ce sont le cône, en gros c'est le cône où la tempête va souffler si elle s'arrête donc en face sur l'arc de cercle correspondant, mais des fois donc un territoire est découpé en plusieurs secteurs, donc la tempête peut passer plusieurs fois sur un territoire, sur plusieurs secteurs différents, donc c'est très important de placer l'épice là où il y a le symbole, parce que si la tempête s'arrête sur le territoire mais sur le secteur d'avant, l'épice est toujours disponible et n'est pas détruit. Donc vous avez ça, et éventuellement lorsque vous allez jouer, vous allez tomber sur un ver des sables, et le ver des sables détruit toutes les troupes et épices se trouvant là où la précédente carte explosion d'épices en avait généré. Donc par exemple, si un tour prochain on pioche le ver des sables, et bien sur le bassin de Haga et la très grande plaine, tout serait détruit, donc tout ça serait détruit, encore une fois, sauf pour les Fremen qui eux ont la possibilité de chevaucher les vers des sables, auquel cas donc eux ils vont pouvoir se déplacer dans cette phase-là sans être détruits, sans retrouver leurs troupes dans les cuves de résurrection. Donc ça c'est pour la phase explosion d'épices. Ensuite on poursuit, et là donc la grande différence par rapport à l'édition d'avant et la première édition de ce jeu, c'est que là vous allez pouvoir piocher des cartes, alors que dans les autres éditions vous deviez faire une sorte d'enchère, enfin c'est pas une sorte d'enchère, vous deviez enchérir en fait pour des cartes qui étaient face cachée pour les avoir dans votre main. Ces cartes donc ont des effets qui vont vous permettre d'influer sur le combat, donc que ce soit des armes, de la défense ou même des effets spéciaux, ou alors même des cartes inutiles dont il va falloir vous débarrasser lors des combats pour pouvoir en piocher d'autres. Donc là où on réalisait des enchères donc dans le jeu précédent, ici, exit les enchères, on passe directement à la pioche. Il faut que vous fassiez une main de 4 cartes. Donc chaque joueur, en commençant par le premier joueur, va piocher donc 4 cartes combat, histoire qu'il en ait 4 dans la main. Et une fois qu'il en a 4, le joueur, il va pouvoir déterminer s'il souhaite acheter ou non des cartes marché au prix de 2 épices la carte. Donc si par exemple moi je souhaite acheter, je dépense 2, je veux acheter une carte, on peut en avoir 3 maximum. Je pioche une première carte et sur chaque carte est noté à quelle phase est-ce qu'elles sont utilisables et à quoi elles servent. Ici par exemple je peux les utiliser exclusivement en phase de combat, pour ajouter 4 points de force à mon combat lorsque je révèle les plans de bataille. Donc ça, je vais vous expliquer ce que sont les plans de bataille ensuite. Donc imaginons que j'ai acheté ça, j'ai pioché mes 4 cartes, le joueur suivant prend 4 cartes combat et détermine s'il souhaite acheter des cartes marché ou non.
Et cette phase donc gain de cartes est terminée. On passe à la phase résurrection. À la phase résurrection, lorsque vous avez des troupes qui sont donc dans les cuves Tleilaxu ici, vous allez pouvoir en ressusciter 2 gratuitement, puis vous allez pouvoir ressusciter des troupes supplémentaires au prix de 2 épices par troupe. Donc par exemple ici, moi je suis Atréide, je n'ai qu'une seule troupe qui est dans mes cuves, donc je peux la ressusciter gratuitement. Mon adversaire, lui, on en a 2, il peut en ressusciter 2 gratuitement. Par contre, s'il y en avait un petit peu plus, il aurait fallu dépenser 2 épices par troupe s'y trouvant. Idem si jamais vous vous retrouviez avec un de vos héros, par exemple, dans les cuves comme ça, pour pouvoir le ressusciter, ce héros, il faudrait payer donc 3 d'épices pour pouvoir le reprendre dans votre main. En sachant que ça, c'est pareil, c'est une grande différence vis-à-vis de l'édition précédente. Vous ne pouviez pas récupérer vos généraux comme ça tant que tous les généraux n'avaient pas été détruits. Donc ça, cette phase résurrection est faite. Évidemment, s'il n'y a rien à ressusciter, eh bien, vous passez très rapidement sur cette phase-là. Donc notamment le premier tour, vous n'avez pas de phase résurrection. Et ensuite, vous avez la phase débarquement et déplacement. Alors là, dans l'ordre du tour toujours, vous allez pouvoir débarquer des troupes, puis les déplacer. Mais vous pouvez seulement débarquer des troupes de votre plateau vers un seul territoire, se trouvant donc sur Arrakis évidemment, et les déplacer d'un territoire à un autre. Vous ne pouvez pas faire plusieurs déplacements ou plusieurs débarquements. Alors vous pouvez donc débarquer une troupe au coût de 1 épice. Donc par exemple, je pourrais dépenser 5 épices pour débarquer 5 troupes, et les débarquer par exemple, moi j'ai besoin de... Je veux gagner, donc je veux prendre des citadelles, je veux par exemple les déplacer sur Arrakeen ici, donc je déplace les 5 ici, et ensuite tout de suite après, si on n'attend pas que l'autre joueur fasse son déploiement, tout de suite après vous devez déterminer si vous souhaitez déplacer ou non des troupes de 3 territoires maximum. Alors là attention, c'est bien 3 territoires et non pas 3 secteurs, les secteurs sont dédiés aux tempêtes, là on parle de territoire, donc par exemple ici, je peux me faire si je veux rajouter des troupes ici pour récupérer un peu plus d'épices, je peux me prendre par exemple 3 troupes et faire 1 bassin impérial, 2 Arsunt, 3 bassins de Haga, et une fois que vous arrivez sur le territoire, vous choisissez sur quel secteur vous voulez vous mettre. Moi par exemple je vais récupérer l'épice, donc je vais venir sur ce secteur là, et j'ai fait mon déploiement et mon déplacement. Une fois que ça c'est fait, votre adversaire fait la même chose. Petite subtilité toujours concernant les Fremen. Les Fremen, eux, vont débarquer 5 troupes systématiquement au niveau de la calotte polaire, mais gratuitement. Et la particularité de la calotte polaire, c'est que peu importe le nombre de clans, le nombre de maisons s'y trouvant, il n'y a jamais de combat, c'est un havre de paix, il n'y a jamais de bataille à ce niveau-là. Donc les Fremen, eux, ne payent pas leur débarquement, parce qu'Arrakis c'est chez eux, ils habitent ici. Ils prennent donc 5 troupes gratuitement qu'ils placent au milieu, et ils peuvent se déplacer, donc de la même manière, ils peuvent déplacer un groupe, mais de 6 territoires, ils peuvent se déplacer beaucoup plus rapidement, ou alors, eux, ils ont la particularité de pouvoir déplacer 2 groupes différents de 3 territoires. Donc ils ont cette subtilité-là qui leur permet de mieux se déplacer et de débarquer, eux, gratuitement, mais par contre, ils sont limités à 5 troupes par tour, là où vous pouvez payer un maximum d'épices si vous voulez débarquer toutes vos troupes. Donc une fois que cette phase débarquement et déplacement est faite, on passe à la phase combat. La phase combat a lieu uniquement si 2 clans, si 2 maisons se retrouvent sur un même secteur, sur un même territoire, et qu'ils doivent donc rentrer en combat pour pouvoir se départager. Ce qui est le cas ici, j'ai 2 territoires où il y a un combat possible. Lorsqu'il y a plusieurs combats possibles, c'est le premier joueur qui va devoir déterminer quel combat va être résolu en premier. Donc si on souhaite par exemple résoudre ce combat-là, donc là on va prendre un exemple tout simple pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Donc ici par exemple, moi en tant qu'Atréide, j'ai 5 troupes, là où mon adversaire Harkonnen en a 2. Donc comment est-ce que ça fonctionne à partir de là? Eh bien à partir de là, chaque joueur va devoir prendre sa petite roue de bataille, enfin petite, tout est relatif, va devoir prendre sa roue de bataille ici pour pouvoir établir son plan de bataille. Donc cette roue de bataille, à quoi elle sert? Eh bien dessus, vous allez devoir miser un certain nombre de forces, donc qui correspondent aux troupes que vous avez sur le territoire, en sachant que chaque troupe que vous allez miser, vous allez forcément les perdre, que vous gagnez ou que vous perdez le combat. Donc par exemple, moi j'ai 5 troupes, je voudrais quand même en conserver un certain nombre, donc par exemple je voudrais en conserver au moins 2 sur le territoire, je peux en miser 3. Une fois que vous avez misé votre nombre de troupes, donc ça je le rappelle, vous allez les perdre à la fin du combat, mais c'est pas le plus important n'est pas là, puisque là le plus important est de remporter le combat. Donc j'en mise 3, il va falloir déterminer quel héros va rentrer dans la bataille. Vous êtes obligé de mettre un leader dans la bataille si vous en avez pas évidemment, vous n'en mettez pas. Donc par exemple je peux prendre le duc Leto qui rapporte 5 points de force supplémentaires, donc je place, et ensuite il va falloir déterminer quelle arme
et ou défense vous allez utiliser pour défendre votre héros. Et donc ça, c'est en lien direct avec les cartes combat que vous avez piochées au début du tour. Donc ici, on a des cartes de défense qui sont bien indiquées, défense et défense face à un certain type. Par exemple, ici, on a une défense face au poison. Et ici, on a une arme spéciale et vous avez des armes qui sont spécifiques. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, vous avez des armes qui sont des projectiles, vous avez des armes qui sont du poison et vous avez donc des cartes inutiles, comme je vous ai dit, et des cartes assez spéciales qui, elles, ont un effet qui est indiqué dessus, qui sont différents des cartes armes et des cartes défense. Donc là, dans mon combat, par exemple, je souhaite utiliser une arme, un projectile, et donc une défense, un poison qui me permettra de me défendre donc, contre des armes de type poison. Et ici, je vais tenter d'attaquer donc le leader adverse en admettant qu'il ne se défende pas face au projectile. Donc vous voyez, vous avez des défenses comme ça qui sont des défenses dédiées au projectile par exemple. Et donc mon adversaire va évidemment faire de même. Et une fois que ça c'est fait, chaque joueur va devoir révéler sa roue de bataille et on va devoir donc résoudre le combat de cette manière-là. Donc on révèle les deux roues de bataille et ensuite on résout tous les effets des cartes associées. Donc par exemple ici, moi j'ai attaqué avec mon projectile, donc Raban la bête, qui lui se défend face au projectile, donc ma carte est sans effet, je ne peux pas détruire le leader adverse. Lui par contre utilise un projectile là où moi j'ai défendu avec du poison, donc son attaque perce ma défense, puisque je n'ai pas la bonne défense, et mon leader est alors tué. Il est envoyé au cuve, il va falloir le ressusciter plus tard. Et ensuite, on additionne donc les points de force misés plus les points de force de nos leaders pour déterminer qui l'emporte. Ici, moi, il me reste plus que 3 parmi les 3 troupes que j'ai placées. Et donc, mon adversaire qui a réussi à vaincre mon héros va pouvoir additionner la force de son héros avec la force des troupes misées. Donc 5 plus 1, 6. 6 face à 3. Il m'a battu grâce au fait qu'il ait surtout éliminé mon héros. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien le vaincu perd toutes ses cartes, donc celles-ci sont défaussées, il leur piochera au prochain tour, et toutes ses troupes sont éliminées et envoyées au cuve. Mon adversaire, lui qui a remporté donc la partie, le combat, va pouvoir déterminer quelle carte il souhaite conserver ou non. Par exemple, il veut se défausser de celle-ci et il veut conserver son projectile, donc il conserve son projectile. Et ensuite, il remporte un nombre de points d'épices égal au leader vaincu lors du combat. Donc même si son propre leader était battu, il gagnerait de l'épice puisqu'il a remporté la bataille. Donc là par exemple, il a vaincu le duc Leto, il remporte donc 5 d'épices puisque c'est lui qui est vainqueur du combat. Et ensuite, donc, il récupère son leader qui replace dans sa pile et il récupère sa roue de bataille. Petite subtilité à connaître, par contre, on ne peut pas utiliser 2 fois le même leader lors d'une même phase de combat. Étant donné qu'il y a un autre combat ici, il ne pourrait pas réutiliser Raban la bête qui vient d'utiliser. Donc voilà, ça c'était la résolution des phases de combat. Alors je ne vous fais pas le deuxième, ce que vous avez compris. On passe donc à la phase récolte d'épices. Et la récolte d'épices, eh bien, chaque clan va pouvoir récolter 2 d'épices par troupe se trouvant sur un territoire qui en contient. Donc par exemple ici, Raban la bête, alors j'ai oublié de retirer, il avait misé une troupe, donc il a une troupe qui est morte quand même. Il n'a plus qu'une troupe ici, donc il peut récolter 2 d'épices. Donc là, on retire 5, on replace, hop, 3, et il récolte donc 2. Il récolte 2 d'épices. Là, bon, admettons que j'avais remporté le combat. Ici, j'avais donc 3 troupes. Il me reste 3 troupes, donc je peux récolter 6 d'épices. Je peux tout prendre et le placer sur mon plateau. Et ensuite, on recommence. On recommence à la phase de tempête. On avance le marqueur de tour. On passe au tour 2. Et le jeu va donc se poursuivre ainsi jusqu'à ce que l'un des joueurs réussisse à conquérir et conserver 3 citadelles, donc qui sont symbolisées par ces triples traits qu'il y a autour des territoires. Donc là, il y a le siège Tabor ici, le Carthage, il y a Arakin ici, le siège de Tuk ici, et enfin le siège de Habania là. Et donc lorsqu'un joueur va réussir à conserver 3 de ces citadelles à la fin du 3e, 4e ou 5e tour, il va donc remporter la partie. Le premier et deuxième tour ici, on voit qu'ils sont un peu grisés parce qu'en premier et deuxième tour, on ne peut pas gagner lors de ces tours-là. On peut commencer à contrôler la victoire à partir du 3e tour. Également, lorsque l'on joue à 2, au début de partie, il va falloir juste lancer le dé de tempête pour savoir quelle citadelle va être cachée, puisque sinon c'est trop compliqué à gérer, il y a trop de citadelles, donc on peut se retrouver avec plusieurs gagnants au même moment, donc c'est pas forcément intéressant. Donc là, par exemple, si on lance le dé de tempête et qu'on fait 0, eh bien ça veut dire qu'on cache Carthage qui devient un territoire désertique, et donc un territoire lambda.
Autre petite chose à connaître et une précision vis-à-vis de la phase de tempête, lorsque vos troupes se trouvent dans des territoires rocheux, donc symbolisés par des roches comme ça, ou dans des citadelles, elles ne sont pas impactées par la tempête, donc elles ne sont pas détruites. Voilà donc tout ce qu'il fallait savoir sur comment fonctionne une partie de Dune, un jeu de conquête et de diplomatie. Alors quelles sont donc les différences par rapport au jeu précédent et pourquoi cette édition donc existe en tant que telle? Eh bien, c'est simplement déjà parce que, comme je vous l'ai précisé au tout début, l'édition précédente ne permettait pas réellement de jouer de 2 à 4 joueurs. Bien qu'indiqué de 2 à 6 joueurs sur la boîte, pour avoir essayé à 2 et 3 joueurs, ça ne fonctionnait pas, puisqu'il y avait des déséquilibres conséquents entre les factions, notamment à certains moments de la partie, donc les parties se résolvaient de manière très rapide et il n'y avait pas vraiment de fun à jouer dans cette configuration-là. Donc cette édition est sortie pour pouvoir justement jouer à des groupes plus petits et ça fonctionne bien mieux de cette manière-là. Mais attention, le jeu a quand même pas mal évolué, il y a eu quand même pas mal de coupes dans certaines parties du gameplay associées justement au fait de ne pas pouvoir jouer avec beaucoup de joueurs. Donc comme je vous disais en début de vidéo, vous aviez des alliances qui étaient faisables au moment où vous jouiez un ver des sables. Lorsqu'un ver des sables était sorti en phase d'explosion d'épices, on pouvait jouer une phase de Nexus, donc c'est à ce moment-là qu'on déterminait qui voulait être allié avec qui, et les pouvoirs de chaque clan allié, du coup, pouvaient se combiner, et chacun pouvait utiliser le pouvoir de l'autre, utiliser l'épice de l'autre, et il y avait une vraie sensation d'interaction entre ces deux alliés face aux autres joueurs. Et en plus de ça, donc les conditions de victoire évoluaient, puisqu'il ne fallait non pas 3 citadelles, mais 4 pour pouvoir l'emporter lorsque une alliance était née. Également, comme précisé un peu plus tôt, il n'y a plus de phase d'enchère, donc ces phases qui permettaient de dépenser de l'épice pour acheter des cartes qui parfois étaient des cartes mauvaises, des cartes inutiles, puisqu'on ne savait pas donc à quoi ces cartes correspondaient, mais il fallait forcément passer par là pour avoir des cartes armes, des cartes défense, et donc la valeur des cartes était bien plus palpable dans le sens où lorsque vous perdiez un combat, vous perdiez vos cartes, des cartes que vous avez parfois achetées très cher, et là donc du coup vous récupérez vos cartes en piochant en phase gain de cartes, donc on est vraiment plus sur une partie un peu plus accessible, un peu plus casual comme on dirait. Et également dans les autres éditions, chaque clan avait ses troupes spéciales qui avaient des pouvoirs spéciaux, enfin des capacités spéciales. Là, on n'en a plus. Donc ça, c'est pareil, ça permet de rajouter de la fluidité dans le jeu et de le rendre évidemment plus accessible. Et donc parmi les 9 phases qu'il y avait dans le jeu précédent, il y en a 2 qui ont été retirées. Il y en a eu plutôt une qui a été retirée, puisqu'il y en a une des phases, c'était la phase d'aumône du Chaume, donc ça j'en ai pas parlé, mais à la fin, donc il me semble que c'est à la fin de la phase récolte d'épices, si jamais l'un des joueurs a moins de 3 épices, il peut reprendre à la banque jusqu'à en avoir 3. Et bien ça c'était une phase spécifique dans l'édition d'avant, donc là il n'y a pas vraiment de perte vis-à-vis de ça. Et il y avait donc la 9e phase, était la phase pause manta, qui était en gros la phase où on contrôlait la victoire, où chacun réfléchissait à ce qu'il allait faire. Donc ça a été retiré, mais c'était un peu une phase, c'était un petit peu une phase facultative dans le sens où c'était plus une phase de discussion, d'interaction entre les joueurs sur ce qui se passait sur le plateau et non pas réellement une phase de jeu à proprement parler. Une dernière précision avant de conclure cette vidéo, je vous avais parlé en début de vidéo des cartes traîtres. Ces cartes traîtres, vous allez pouvoir les révéler au moment de la résolution d'un combat, une fois que vous avez présenté les plans de bataille, si jamais votre adversaire utilise donc le personnage lié à votre carte traître. Ça signifie simplement que ce personnage devient entre guillemets votre allié, il trahit sa maison et donc le combat est perdu automatiquement par le joueur jouant ce personnage-là, avec tous les bénéfices qui vont pour le vainqueur. Et c'est donc tout ce qu'il fallait savoir pour cette édition de Dune, un jeu de conquête et de diplomatie. Donc un jeu que je vous recommande, donc si vous êtes dans des groupes de 2 à 4 joueurs, ça fait très bien l'affaire. Vous allez pouvoir jouer des parties de 30 à 60 minutes et les enchaîner si jamais vous êtes assez motivé pour pouvoir utiliser notamment les différentes factions. Par contre attention, si vous êtes un peu plus nombreux ou si vous êtes plutôt sur des jeux experts, je vous recommanderais l'édition précédente qui elle apportait un petit peu plus de sel, notamment dans ses interactions avec la gestion des alliances et les achats de cartes notamment aux enchères. Ce sera donc tout pour cette vidéo, laissez-moi un petit pouce bleu si vous avez apprécié son contenu, n'hésitez pas à aller voir mon compte Instagram, donc Jeux en carton, sur lequel vous trouverez quelques reviews, des photos et autres publications concernant le jeu de société. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Jeux en carton.